4.1. La cinématique en 2 et en 3 dimensions. On doit définir la position, le déplacement, la vitesse, l'accélération en 2 et 3 dimensions. Donc les concepts seront les mêmes qu'en une dimension, mais on doit rajouter deux axes, Y et Z. Pour illustrer l'exemple, je vais prendre un objet qui est situé au point P, dont les coordonnées sont XY. Donc cet objet-là, les coordonnées sont XY, mais la position, le vecteur position, sera donné par le vecteur qui part de l'origine jusqu'au point P. Et ce vecteur-là, on le nomme R. Donc la position en 2 dimensions ou en 3 dimensions, c'est le vecteur R. Puis ce vecteur-là a comme composante X et Y. Donc X en direction I et Y en direction J. Donc on peut généraliser, si on va en 3 dimensions, on rajoute simplement la composante ZK. Donc officiellement, la position, le vecteur R, sera XI plus YJ plus ZK. Notre point peut se déplacer dans l'espace, ce qui veut dire que la position initiale peut être différente de la position finale. Donc on peut générer un déplacement en 2 ou en 3 dimensions. Puis la définition est la même qu'en une dimension. On parle de delta R ici. Puis le vecteur déplacement aura les composantes en X qui vont correspondre au déplacement en X. En Y, ce sera le déplacement en Y. Puis en Z, le déplacement en Z. Mais la vitesse, ça sera le même principe qu'au chapitre précédent. Si j'ai un déplacement qui s'effectue dans un certain laps de temps delta t, j'aurai ma vitesse moyenne qui sera définie comme delta R sur delta t. Donc si on développe, on se retrouve avec 3 composantes pour la vitesse moyenne, puis on remarque que chacune des composantes correspond à la vitesse moyenne selon un axe particulier. Donc au final, on peut bien dire que la vitesse moyenne, c'est écrit de cette façon-là. Si on a un déplacement en X, un déplacement en Y, un déplacement en Z dans un certain laps de temps delta t, le principe est aussi valide pour la limite quand delta t tend vers 0. Donc si on s'intéresse à la vitesse instantanée d'un objet, ben, il suffit de faire de trouver la vitesse instantanée en X, en Y et en Z, et de mettre ça dans un vecteur qui s'appellera le vecteur vitesse instantanée. Dans ce cas-ci, pour une vitesse instantanée, le contexte, ce serait de donner une fonction qui décrit la position en fonction du temps, mais pour les composantes x, y et z. Donc, en réalité, on définirait la position en x en fonction du temps, donc x de t. On définirait y de t et z de t. Évidemment, il n'y a aucun lien entre ces trois fonctions-là. Le seul lien étant le point lui-même qui se déplace selon x, y, z, mais ça peut être 3 fonctions différentes. Comme je vous ai déjà dit, c'est en physique mécanique, ce sera des polynômes. Donc, vous pouvez dériver en x, dériver en y, dériver en z. Donc, vous comprenez aussi que dans l'équation de la vitesse, forcément, dx dt, c'est la vitesse en x, vitesse en y et vitesse en z pour dz dt. Donc, on peut trouver les vitesses instantanées dans chacune des directions et mettre ça dans un vecteur par après. Donc, pour terminer, je vous dirais, n'oubliez pas de faire les liens, qu'on peut calculer les vitesses moyennes si on connaît les déplacements sur chacun des axes et le temps. Et on peut faire la même chose pour la vitesse instantanée. On peut calculer indépendamment chacune de ces vitesses-là pour chacun des axes. Puis juste pour oublier, je ne l'ai pas précisé, là, je vais le faire. Quand je parle de delta x, c'est toujours la même chose. C'est xf moins xi. Delta y, c'est yf moins yi. Puis delta z, zf moins zi. Okay, donc ça, c'est une notion du chapitre 3 qui revient ici. L'accélération sera définie par la variation de vitesse par rapport au temps. Donc on remarque que chacune des composantes correspond bel et bien à l'accélération moyenne. Donc je vais préciser que c'est moyen ici. L'accélération moyenne selon chacun des axes. Donc ici, j'aurai l'accélération moyenne en x, en y et en z. Toujours dans la limite où delta t tend vers 0, on peut trouver l'accélération instantanée. Donc, comme tantôt, dans ce cas-ci, si vous avez à trouver l'accélération instantanée, on définirait la vitesse en x par rapport au temps
Même chose pour y et z. Ou encore, Vx, Vy et z de t auraient été trouvés en faisant la dérivée des positions par rapport au temps. On remarque finalement que la dérivée par rapport au temps de la vitesse correspond pour chacun des axes aux accélérations x, y et z. Okay, donc, on peut les calculer indépendamment. Donc, c'est important ici de comprendre. Puis, vous allez voir dans ce qui s'en vient, c'est certain que le mouvement est décrit par des vecteurs, mais on peut toujours, depuis le début, vous voyez, on peut toujours séparer les composantes. Tout ce qui se passe en x est indépendant de ce qui se passe en y et en z, généralement. La seule chose qui va relier x, y et z sera le temps.